Dans les ombres de la Rome antique, où le pouvoir et la politique se mêlaient au plaisir, des événements sont survenus qui changeraient l'histoire pour toujours. Mais que se passait-il réellement lors de ces moments où le luxe, l'érotisme et la stratégie se combinaient? Les fêtes sexuelles à Rome n'étaient pas seulement une indulgence privée, elles étaient un acte profondément politique, une façon d'affirmer le pouvoir, de consolider des alliances et de montrer clairement qui était aux commandes. Mais comprenons-nous vraiment ce qui se passait dans ces fêtes privées de l'élite romaine? Aujourd'hui, nous allons dévoiler les secrets les mieux gardés de la Rome antique, au-delà des mythes et des exagérations. Nous explorerons comment ces événements étaient un outil de pouvoir, et comment la sexualité n'était pas simplement un désir, mais une déclaration de statut et de contrôle. Ne partez pas, le meilleur est à venir. La Rome antique était une société profondément hiérarchisée, où chaque action, chaque parole, et même chaque désir avait un sens qui renforçait sa structure de pouvoir. La sexualité, loin d'être un acte personnel, était régie par des codes sociaux stricts, et utilisée comme un langage pour démontrer le statut, le contrôle et la domination. À Rome, le plaisir n'était pas interdit, mais il était toujours encadré dans des limites bien définies. Les désirs pouvaient être exprimés, oui, mais sous la surveillance des hiérarchies établies. Les citoyens libres de haut statut pouvaient profiter de ces plaisirs, mais ils devaient toujours maintenir leur image d'autorité. Le principe fondamental était clair, à Rome, l'homme devait toujours être celui qui dominait, jamais celui qui était dominé. La sexualité était donc un outil stratégique. Plutôt que d'être un simple acte de désir, elle devenait une déclaration de pouvoir et de contrôle, un jeu qui allait bien au-delà de l'intimité. Ici, le pouvoir ne se limitait pas à contrôler les armes, mais aussi à contrôler le corps de l'autre. Les fêtes sexuelles à Rome n'étaient pas un phénomène isolé. D'autres cultures anciennes ont également adopté des rituels similaires, bien que pour des buts et des significations différents. En Grèce, par exemple, les symposiums étaient des événements où la nourriture, le vin et la conversation coulaient librement, mais ils servaient aussi à rendre hommage aux dieux et à discuter de la vie politique. Cependant, à Rome, ces banquets prenaient une dimension beaucoup plus stratégique. Tandis que les Grecs utilisaient le plaisir pour célébrer la fertilité et l'art, les Romains transformaient ces rencontres en un outil de pouvoir politique et social. En Égypte, les rituels de fertilité étaient également étroitement liés au pouvoir. Cependant, à Rome, l'érotisme devenait un langage visuel et symbolique utilisé pour consolider l'autorité des hommes libres de haute classe, utilisant le plaisir non seulement comme un divertissement, mais comme une déclaration publique de statut. Rome n'a pas seulement adopté ces rituels, elle les a adaptés à sa propre structure hiérarchique, utilisant le corps comme un moyen de manifester le pouvoir, et non seulement d'expérimenter le plaisir. Un des premiers à institutionnaliser ces banquets remplis de plaisir et de pouvoir fut Lucius Cornelius Sulla, un homme dont le nom est gravé dans l'histoire pour son ascension au pouvoir pendant les dernières années de la République romaine. Sulla, dans sa quête pour consolider son pouvoir, introduisit les fameux convivia libidinosa dans les cercles de l'aristocratie romaine. Ces banquets n'étaient pas de simples fêtes. Il ne s'agissait pas seulement de manger et de boire, chaque détail était soigneusement conçu pour souligner le pouvoir de l'hôte. Inspiré par les coutumes hellénistiques, Sulla combina la nourriture et le vin avec des spectacles érotiques, des danses sensuelles et la présence de courtisanes professionnelles. Ces événements étaient un mélange de divertissement et d'humiliation. Les invités ne se contentaient pas de profiter de la fête, mais étaient aussi témoins d'actes qui renforçaient la hiérarchie, qui organisait, qui possédait, qui décidait. Les fêtes sexuelles romaines n'étaient pas des événements spontanés, ce étaient des célébrations soigneusement organisées, réservées aux élites, où chaque détail avait un but. Ces banquets se déroulaient dans des lieux privés et exclusifs, loin des yeux curieux de la ville, dans des villas rurales ou des résidences urbaines de luxe, souvent décorées de fresques érotiques et de mosaïques suggestives. Les villas suburbaines, en particulier, offraient de l'intimité et un cadre parfait pour ces événements. Elles étaient dotées de jardins fermés, de piscines privées et de salons décorés de scènes explicites, dont certaines ont survécu jusqu'à aujourd'hui à Pompéi et Herculanum. Ces fresques représentaient des images de dieux, de satyres et de nymphes dans des postures provocatrices, une représentation visuelle du désir et de la fertilité que seuls les plus puissants pouvaient se permettre. Les participants à ces banquets étaient principalement des hommes libres de haut statut social, sénateurs, généraux, magistrats. Accompagnés de musiciens, d'esclaves et de courtisanes entraînées, ces événements combinaient plaisir et pouvoir, divertissant les invités avec des danses sensuelles et des performances explicites qui avaient un message clair. La domination et le contrôle étaient les clés de l'élite romaine. Ces fêtes n'étaient pas seulement un moyen de profiter du plaisir, mais un espace où le pouvoir était mis en scène de manière explicite. Chaque geste, chaque regard, chaque parole avait un but clair,
renforcer les hiérarchies sociales, montrer qui dominait et qui était dominé. L'érotisme est devenu un langage non verbal, un outil pour démontrer le statut, humilier les ennemis ou séduire les alliés potentiels. C'était une façon d'exprimer le pouvoir, de montrer que non seulement les corps étaient contrôlés, mais aussi le destin de Rome. Lors des banquets les plus exclusifs, les scènes sexuelles mettant en scène des esclaves ou des artistes ne cherchaient pas seulement à impressionner, mais à transmettre un message clair. Ici, celui qui organise, celui qui possède, celui qui décide, commande. La sexualité, par conséquent, était bien plus qu'un acte privé. C'était un spectacle public, une affirmation constante de celui qui se trouvait au sommet de la pyramide sociale. Les esclaves jouaient un rôle essentiel dans ces fêtes. Ils n'étaient pas simplement des assistants ou des témoins, mais des pièces fondamentales dans la dynamique du pouvoir qui se jouait à chaque banquet. La hiérarchie sexuelle et sociale de Rome était si intrinsèquement liée à ces rituels que même les esclaves étaient des participants actifs de la représentation. Les esclaves chargés de ces événements étaient pour la plupart des courtisanes formées, des acteurs et des musiciens qui savaient exactement comment jouer leur rôle pour satisfaire les attentes de l'hôte et de ses invités. Dans un contexte où le pouvoir s'exerçait à travers la domination, ces esclaves devenaient des véhicules pour transmettre l'autorité et le contrôle. Mais la relation avec les esclaves ne se limitait pas à leur participation au spectacle. Ils représentaient un élément de soumission, une démonstration palpable de la différence entre l'élite et ceux considérés comme de la propriété. La sexualité dans ces événements n'impliquait donc pas seulement un jeu de plaisir, mais une démonstration claire de contrôle, où les corps des esclaves servaient d'outils pour affirmer le pouvoir des Romains libres et de la classe haute. Avec l'ascension au pouvoir des empereurs, les fêtes sexuelles romaines ont acquis une nouvelle dimension, directement liée au pouvoir absolu. Ce qui était auparavant un privilège exclusif de l'aristocratie est devenu une manifestation publique du pouvoir impérial. Des empereurs comme Tibère, Caligula et Néron ont utilisé ces événements non seulement pour satisfaire des désirs privés, mais comme une manière de réaffirmer leur domination. Dans ce nouveau contexte, les fêtes n'étaient plus seulement un acte privé, mais un spectacle où l'empereur se présentait devant son peuple comme le maître absolu de son propre corps et de celui des autres. Tibère, par exemple, se retire dans sa villa de Capri, où, selon les récits des historiens, il organisait des banquets si décadents et extrêmes que même les normes romaines semblaient dépassées. Là, entouré de jeunes esclaves et de courtisanes, Tibère apportait l'érotisme à un niveau politique, transformant le plaisir en un outil supplémentaire pour consolider son pouvoir. L'abus de l'érotisme comme une déclaration d'autorité a atteint son apogée sous le règne de Caligula. L'empereur, connu pour ses excès, utilisait ces fêtes pour humilier ses ennemis, forcer la présence de figures politiques et exhiber son contrôle total sur tous les aspects de la vie romaine, même les plus intimes. Bien que Tibère et Caligula aient jeté les bases de l'abus de pouvoir à travers l'érotisme, c'est Néron qui porta les fêtes sexuelles à un niveau théâtral et totalement scandaleux. Empereur de 54 à 68 après Jésus-Christ, Néron transforma ces célébrations en véritables représentations dramatiques du désir. Il ne se contentait pas de simples banquets, ces fêtes étaient des processions aquatiques sur le fleuve Tibre, où l'empereur se présentait entouré de musiciens, d'acteurs et de prostituées, tous participant à ce qui pourrait être considéré comme un cirque de l'excès. Des radeaux décorés en bordels flottants étaient le cadre parfait pour une ostentation sans limite, où le plaisir devenait un spectacle public. En plus de ces banquets, Néron célébrait des mariages simulés avec ses amants, hommes ou femmes, lors de cérémonies complètes avec témoins et rituels. Dans sa résidence fameuse, la Domus Aurea, il organisait des festins interminables où les plafonds pleuvaient des pétales de rose et des parfums sur les convives, tandis que les participants se livraient à la sensualité sans aucune modération. Néron ne recherchait pas seulement le plaisir pour lui-même, mais utilisait ses actes comme une réaffirmation publique de son pouvoir absolu. L'érotisme, dans son cas, était un outil pour affirmer sa domination sur Rome, où le contrôle des corps des autres se traduisait par un contrôle sur le destin de l'Empire. Bien que ces fêtes soient perçues comme un symbole de pouvoir et d'ostentation, tout le monde à Rome n'approuvait pas ces excès. Dans les cercles intellectuels et philosophiques, des figures comme Sénèque et Cicéron critiquaient ouvertement la décadence représentée par ces banquets. Sénèque, le philosophe stoïcien, voyait ces pratiques comme une manifestation de la corruption morale de Rome, une décadence qui débordait les limites de l'autocontrôle et de la vertu. Cicéron, pour sa part, condamnait également ces actes, y voyant une menace pour l'ordre social et la morale romaine. Les critiques ne venaient pas seulement de l'élite intellectuelle. De nombreux Romains des classes inférieures voyaient dans ces banquets un excès insoutenable, tandis que les sénateurs, par exemple, se retrouvaient pris entre la pression de participer à ces événements comme un moyen de consolider leur pouvoir et l'image publique qui était attendue d'eux dans leur rôle politique.
Cependant, malgré les critiques, l'importance de ces fêtes dans la politique romaine ne pouvait être sous-estimée. Les empereurs utilisaient souvent ces événements comme un moyen de renforcer leur base de pouvoir, d'humilier leurs ennemis ou même de détourner l'attention de leurs échecs politiques. L'hypocrisie de ce comportement, à la fois privé et public, était un thème récurrent dans les débats romains. Les fêtes sexuelles à Rome étaient bien plus qu'un simple échappatoire à la réalité ou une indulgence privée. Elles étaient un reflet des contradictions profondes de la société romaine, qui semblait embrasser l'excès dans l'intimité, mais en même temps exiger une morale publique stricte. Dans un monde où l'honneur et la discipline étaient essentiels à la survie sociale, les mêmes personnes qui profitaient de ces banquets de luxe et de plaisir, maintenaient une image publique de vertu, de décorum et d'honneur. Les sénateurs, généraux et nobles pouvaient participer à ces actes, mais en dehors de ces cercles privés, ils devaient respecter des normes strictes de conduite et maintenir une façade de respect et de contrôle. Ce contraste entre la permissivité privée et la rigidité morale publique reflète l'une des caractéristiques les plus surprenantes de la Rome antique. Tandis que les élites s'adonnaient à ces excès, la moralité romaine exigeait une vie publique décente, créant une double morale qui perdura tout au long de l'histoire de l'Empire. Malgré le caractère secret des fêtes sexuelles romaines, leur impact culturel ne se limita pas aux élites. Ces célébrations et leurs excès ont laissé une empreinte profonde dans la littérature romaine, notamment dans la satire et la poésie érotique, où des auteurs comme Ovide, Martial et Pétrone non seulement décrivaient des scènes explicites, mais réfléchissaient aussi sur les limites entre le désir légitime et la décadence morale. Dans leurs œuvres, les Romains ne discutaient pas seulement du plaisir et de l'excès, mais aussi des conséquences sociales et politiques de ces actes. Jusqu'où les hommes de pouvoir pouvaient-ils aller dans leur quête de plaisir sans perdre leur dignité ? Comment ces actes intimes affectaient-ils l'équilibre social et politique de Rome ? Ces questions ont été débattues dans les pages des grands écrivains romains, donnant lieu à un dialogue constant sur la moralité et la corruption. L'érotisme, donc, n'était pas seulement une échappatoire à la réalité, mais une manière de remettre en question et d'affirmer l'ordre social, parfois de manière ouverte, parfois de manière subtile, laissant aux générations futures un héritage qui irait au-delà des célébrations elles-mêmes, pour devenir une réflexion constante sur le pouvoir, le désir et la moralité. Bien que les fêtes sexuelles romaines puissent sembler un vestige d'une époque révolue, leurs leçons restent pertinentes aujourd'hui. À bien des égards, les dynamiques de pouvoir, de contrôle et de désir qui dominaient ces événements trouvent des échos dans notre société actuelle, où la sexualité reste un outil de pouvoir et de domination dans divers domaines. Aujourd'hui, les représentations publiques du plaisir, le contrôle des corps des autres et la quête de statut à travers l'indulgence persistent encore dans le discours public et privé. Les fêtes romaines nous enseignent comment la sexualité, loin d'être simplement un acte personnel, peut être utilisée pour consolider le pouvoir, influencer la politique et renforcer les hiérarchies sociales. En regardant en arrière, nous pouvons nous demander, dans quelle mesure nos propres pratiques sociales et politiques sont-elles encore un reflet de ces anciens rituels de Rome ? Quelles leçons pouvons-nous tirer de la manière dont Rome a utilisé l'érotisme pour affirmer le contrôle sur ses citoyens et le monde connu ? Les fêtes sexuelles de la Rome antique nous montrent bien plus qu'une simple indulgence dans le désir. Elles étaient une manifestation complexe de pouvoir, de contrôle et de hiérarchie, où le plaisir devenait un outil politique et social, soigneusement mis en scène pour affirmer le statut des plus puissants. Mais au-delà des excès et des dramatisations historiques, ces rituels révèlent un aspect fondamental de la société romaine, la lutte constante pour le contrôle, le pouvoir et l'influence, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les moments les plus intimes de la vie quotidienne. Aujourd'hui, en regardant en arrière, nous pouvons réfléchir à la manière dont le désir, le pouvoir et la politique s'entrelacent de manière surprenante et à la façon dont ces anciens rituels continuent de résonner dans notre société moderne, bien que sous des formes plus subtiles. Si cet aspect caché de Rome vous a intrigué, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous pour le prochain chapitre, où nous découvrirons plus de secrets de la Rome antique. Parce que comprendre ces fêtes ne consiste pas à regarder avec curiosité morbide, mais avec mémoire. L'histoire, même dans ses excès, nous révèle qui nous étions et qui nous restons.